Oui, bonjour à toutes et tous à ce webinaire que nous organisons dans le cadre du Conseil régional de l'ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Donc, vous êtes bien connectés et bien, vous entendez bien, j'imagine, et vous voyez bien aussi nos intervenants euh, que, que je vais déjà présenter. Donc, Guillaume Sauvage, qui est expert comptable et membre du comité des CSE du Conseil de l'ordre. Et puis Luc Bérard de Malavas, qui est consultant expert juridique et RH. Donc on aura les deux volets de compétences, la partie expertise comptable et le volet juridique qui intéresse les CSE avec qui nous travaillons régulièrement. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'expert comptable accompagne les élus pour anticiper la fin de mandat. Vous savez certainement que les modifications législatives il y a 4 ans, 5 ans maintenant, ont amené le début du renouvellement des mandats en 2022 et 2023, pour lesquels on anticipe environ 70% des élections dans cette année. Donc c'est important, nous, en tant qu'experts comptables, de pouvoir conseiller nos clients CSE sur les modalités, sur le formalisme, sur la réflexion en amont de tout ça. C'est le thème de notre webinaire d'aujourd'hui qui va démarrer. Et pour les questions que vous voulez poser, comme nous ne sommes qu'en visio et que nous ne vous voyons pas, vous êtes nombreux, mais on voit le nom, mais on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc vous avez sur votre écran normalement une barre de... on va poser des questions par écrit. Nous pourrons nous les lire et donc nous essaierons d'y répondre en cours de webinaire. Voilà. Donc il est prévu pour durer 1h30 et on prendra un peu de temps, bien sûr, pour répondre aux questions ou pendant ou à la fin de ce webinaire. Et je précise à nos confrères experts comptables qui ont l'expérience de cette clientèle particulière que sont les CSE, tout le monde ne connaît pas ce type de mission, ceux qui nous écoutent, qui peuvent nous rejoindre s'ils le souhaitent, s'ils veulent apporter leur contribution à la connaissance de nos autres confrères. C'est ça la confraternité, c'est le partage de beaucoup de choses, dont la connaissance. Ils peuvent nous contacter au Conseil de l'ordre de Paris pour le comité CSE s'ils veulent contribuer à nos travaux, dont ces webinaires, mais pas que. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Sinon, je vais vous laisser en compagnie de Guillaume et de Luc pour démarrer ce webinaire. Bon webinaire à tous et merci d'être avec nous. Nous n'avons pas de croissants et de glace, et de chocolat et de bonbons, désolé, mais vous pouvez chez vous, bien sûr, prendre votre café, on ne vous voit pas. Passez une très bonne webinaire et on se revoit à la fin. Je passe la parole à Guillaume, je crois que c'est toi qui ouvre. Très bien, merci Jean-Luc. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. On est ravis avec Luc de partager ce début de matinée avec vous pour parler effectivement de ce sujet spécifique qui est de la fin de mandat. Et comme Jean-Luc l'évoquait en introduction, eh bien, l'année 2023 va être marquée par le passage de nombreuses élections et de renouvellement de mandat. Alors, cette période, bien sûr, pour les élus, c'est une période chargée parce qu'ils ont beaucoup d'enjeux de type électoraux, mais c'est également un moment, et qui doit être anticipé justement, parce que tout se retrouve dans la même période, un moment où ils sont censés regarder un petit peu plus dans le rétroviseur pour pouvoir regarder quel a été le bilan de leur dialogue social. Ça sera d'autant plus important qu'à l'aune de ce bilan, ils pourront négocier, alors, que ce soit le protocole d'accord préélectoral, mais également les règles de fonctionnement du CSE, au prisme de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, ça va répondre également à une obligation, l'obligation de rendre compte de la gestion de son CSE. Et donc, comme le législateur demande à ce qu'il puisse y avoir un bilan qui soit communiqué au nouveau CSE, donc les anciens membres devront communiquer au nouveau CSE le bilan de ce qui s'est passé durant leur mandat. Eh bien, le fait de regarder en arrière va participer à contribuer à la rédaction d'un rapport de fin de mandat. Alors, je rentrerai en détail sur la présentation de ce rapport dans une seconde partie de cette présentation. Je vais d'abord passer la parole à Luc qui va, dans un premier temps, regarder le prisme de comment établir un bilan du dialogue social et quel est l'intérêt et pourquoi il faut le faire. Notre objectif de ce matin, c'est de vous présenter
l'intérêt qu'a l'expert comptable et le rôle qu'il peut jouer précieux dans les conseils qui peut être apporté dans cette période pour les élus. Il y a bien sûr un enjeu d'anticipation puisque justement tous les sujets doivent être menés tambour battant. Et donc, plus l'expert comptable anticipe eh bien, ces sujets avec les élus, plus il y a même d'apporter des conseils qui seront suivis. Je passe la parole à Luc. Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, sur la question du bilan du dialogue social en amont des négociations, à l'occasion du renouvellement des CSE, tout le monde a bien en tête le fait qu'il va y avoir des négociations obligatoires. Il y en a une clairement qui est en amont des élections, qui est celle de la négociation du protocole d'accord préélectoral. En amont encore de celle-ci, il y a normalement une négociation sur la définition des établissements distincts et la préconisation qu'on vous fait et qu'on développe dans cette matinale, c'est l'idée de anticiper encore, au-delà de ces deux négociations obligatoires, en préalable, d'aller vers un bilan du dialogue social de manière à pouvoir dans le cadre de cette négociation, réadapter les règles et tenir compte de ce qui a plus ou moins bien fonctionné dans le cadre de ce premier mandat, d'autant plus que le passage au CSE ayant été une très forte nouveauté pour tout le monde, au moment du passage au CSE en 2018-2019, les uns et les autres ont eu peu de recul dans le cadre de l'installation et de la mise en place de ces premiers CSE, et donc les choses se sont faites rapidement. Là, désormais, on peut tirer les premiers enseignements, et donc c'est tout l'intérêt de cette première étape de notre point de vue, afin de renforcer l'efficacité du CSE, qui est de faire ce bilan du dialogue social. Il y a d'autres étapes de notre point de vue indispensables, qui sont évidemment celles de maîtriser les dispositions légales et conventionnelles, d'autant plus que désormais, au regard de la hiérarchie des normes, à travers une négociation, et qui plus est une négociation d'entreprise, on peut aller au-delà, mais aussi en deçà des dispositions légales dites supplétives. Donc, d'où cet enjeu de maîtrise des dispositions légales et conventionnelles sur lequel l'expert comptable a aussi toute sa place en termes de conseil auprès de ses clients. La question aussi de déterminer les temps et les thèmes de négociation, puisque, comme je l'évoquais, il y a la question du protocole d'accord préélectoral indispensable et obligatoire, celui des périmètres d'établissement de mise en place des élections au préalable de cette négociation du PAP, protocole d'accord préélectoral, mais il y a tout le champ aussi du fonctionnement du CSE qui peut se négocier ou se renégocier à n'importe quel moment, mais pour lequel il peut y avoir, c'est l'objet de définir sa stratégie, qui est de potentiellement négocier la question des moyens en même temps que celle du périmètre ou du protocole d'accord préélectoral. Donc, il y a vraiment cet enjeu aussi de définir cette stratégie globale de négociation de manière à pouvoir articuler au mieux ces différents temps dans une logique de réelle efficacité. Dans ce cadre-là, dans la logique justement de bilan du dialogue social, on peut aussi regarder quels sont les grands retours d'expérience et ce qui ressort notamment du comité d'évaluation des ordonnances Macron, qui a pu étudier dans le détail justement ce qui a plus ou moins bien marché dans le cadre de ce premier mandat ou de ces premiers mandats de CSE. Donc, parmi les points qui remontent de manière particulière, il y a la question du risque potentiellement de centralisation des instances représentatives du personnel et donc d'éloignement du terrain, avec donc une préconisation en face traditionnellement qui est celle de mettre en place, notamment dans les entreprises à établissements multiples ou d'une certaine taille, des instances au plus près du terrain. Alors, ça peut être la question de négocier des représentants de proximité, puisque je le rappelle, la mise en place de représentants de proximité a été rendue possible en complément du CSE par les ordonnances Macron, mais cela nécessite
un accord majoritaire d'entreprise pour que cela puisse se mettre en place. Donc, il y a cette possibilité à travers les RP, représentants de proximité, mais il y a aussi la question potentiellement du périmètre de mise en place du CSE et de définir éventuellement plusieurs périmètres de mise en place du CSE au sein d'une même entreprise. J'y reviendrai également un peu plus tard. Sur un même périmètre de CSE, le choix peut également être potentiellement de mettre en place plusieurs commissions SSCT. Donc, ça peut être aussi un moyen de garder une certaine proximité entre les élus et les salariés dans les entreprises d'une certaine taille. Donc, ça, c'est le premier point d'attention qui ressort des retours d'expérience. Le deuxième, c'est effectivement l'enjeu de formation pour les représentants du personnel, puisque désormais, les membres du CSE ont automatiquement une triple casquette. Avant, il y avait la casquette CE, la casquette DP, la casquette CHSCT. Là, désormais, c'est automatiquement du 3-1-1 à travers le CSE, donc avec des compétences et des responsabilités plus larges que précédemment, et donc cet enjeu de formation qui va évidemment de pair. Le troisième élément qui ressort aussi traditionnellement des retours d'expérience, c'est le fait que le passage au CSE se soit fait et ait été l'occasion globalement d'une réduction des moyens pour les représentants du personnel. C'était un des objectifs avec celui dit de simplification au moment de sa mise en place. Et c'est clairement aussi ce qu'on voit sur le terrain. Et donc, l'occasion du bilan et potentiellement de la renégociation peut être aussi le moment d'essayer de réajuster, potentiellement d'essayer de réaugmenter les moyens dans un souci de meilleure efficacité pour tout le monde. Le quatrième point aussi qui va de pair, c'est la problématique qui est encore plus importante que précédemment de la conciliation du mandat avec les fonctions opérationnelles dans l'entreprise, pour ce qui est le cas de l'immense majorité des représentants du personnel qui ne se consacrent pas à 100% à leur mandat. Et donc, ça pose la question de l'allègement de la charge de travail opérationnelle et des objectifs pour que ce soit conciliable avec le mandat. Et donc, au regard de la charge plus importante que représente le mandat de CSE par rapport au précédent mandat avant la mise en place du CSE, c'est aussi un vrai sujet qui va de pair avec le point suivant, qui est celui de prendre en compte de fait l'évolution vers une forme de professionnalisation des fonctions au regard de la charge plus importante qui est celle de mandat du CSE, qui peut d'ailleurs pour partie être rentré en contradiction avec une des nouveautés des ordonnances Macron, qui est celui du limite du non-cumul dans le temps et donc de la limitation à 3 mandats successifs d'élus au maximum et sans dérogation possible dans les entreprises de moins de 300. Et puis l'enjeu évidemment d'accompagnement des instances au regard de ce que j'évoquais sur les responsabilités plus importantes qu'avant, et avec le fait que les moyens ne sont pas allés forcément de pair, ce qui nécessite aussi potentiellement un accompagnement plus important. Donc là aussi, un enjeu important pour les experts comptables. Face à ça, quelques-unes des grandes problématiques qu'on retrouve aussi en termes de retour d'expérience. Le premier point important en termes de retour d'expérience qu'on fait sur le terrain, mais qui est aussi tiré de tous les enseignements, comité d'évaluation des ordonnances et autres, c'est celui du traitement de la problématique SSCT, santé, sécurité, conditions de travail. Sachant que les CHSCT ont été supprimés, mais pour autant, leurs compétences n'ont pas disparu, elles ont été reprises intégralement par les CSE. Mais il est clair que ça apparaît de manière indéniable comme un des points noirs de la mise en place du CSE, c'est-à-dire la moindre prise en compte des sujets SSCT et la plus difficile appropriation au regard des 3 casquettes des membres du CSE et le fait que ces sujets puissent pleinement prendre leur place au sein du fonctionnement des CSE. Alors après, avec un certain nombre de différenciations et de différents modes de traitement dans les entreprises selon qu'il y a eu mise en place de commissions
SSCT ou pas. Je le rappelle, la mise en place de commissions SSCT est notamment obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés ou dans les entreprises à risque particulier, Céveso, Seuil Haut ou nucléaire, ou lorsque l'inspection du travail le décide. Là aussi, le Code du travail n'est pas extrêmement prolixe dans les modalités de fonctionnement précises de la ou des commissions SSCT. Donc là encore, je le redis, sur un même périmètre de CSE, rien n'interdit de mettre en place plusieurs commissions SSCT. Ça peut être un moyen de conserver une proximité avec le terrain. S'agissant de sa composition, le Code du travail prévoit cette obligation d'au moins 3 membres de la commission SSCT, en plus du président, qui sont des membres obligatoirement du CSE, mais rien n'interdit évidemment d'aller au-delà en nombre, d'avoir des invités, voire des invités permanents pour y compris essayer d'intégrer dans la commission SSCT des non-membres du CSE. Par exemple, ça peut être des représentants de proximité qui ne sont pas membres du CSE. Sur la question du fonctionnement, du nombre de réunions, sur la question d'avoir en face du président de la commission SSCT, qui est l'employeur ou son représentant, un secrétaire ou un coordinateur qui peut permettre d'avoir une animation bicéphale, comme c'est le cas pour le CSE, pour la commission SSCT, d'organiser des comptes rendus de commission SSCT, ce qui n'est pas prévu formellement par le Code du travail, mais peut tout à fait être prévu par accord, voire par le règlement intérieur du CSE, sur la question également des moyens, de ce qui est dans le crédit d'heure, mais de ce qui est aussi hors crédit d'heure, de la prise en charge de tous les frais et temps de déplacement. Il y a toute une série de sujets qui peuvent mériter effectivement d'être potentiellement négociés, alors qui ont pu plus ou moins bien se passer sur ce premier mandat, et donc ce qui peut être l'occasion à travers ce bilan de fin de mandat de potentiellement essayer de le renégocier ou de le réajuster à cette occasion. C'est la question aussi des compétences de la commission SSCT, puisque le Code du travail parle de délégation du CSE à la commission SSCT, mais à travers ce terme délégation, on peut l'interpréter de manière diverse. Ça peut être un partage de compétences, mais ça peut être aussi une forme de transfert des compétences, le CSE se dépossédant de ce qui transfère à la commission SSCT, ce qui n'est pas forcément une pratique idéale, mais ce qui peut être aussi une forme d'interprétation, sachant que, je le rappelle, quoi qu'il en soit, c'est bien en réunion plénière de CSE que se rendent les avis, que sont votées les désignations d'experts, par exemple, mais donc se pose par exemple la question de comment sont menées les inspections, les différents temps de prévention, d'enquête, et puis évidemment l'articulation entre ce qui se passe en commission SSCT, ce qui se passe en CSE, et plus globalement l'enjeu d'articulation entre les différents acteurs qui sont amenés à intervenir sur ce champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, c'est-à-dire le CSE, la commission SSCT, potentiellement l'RT, avec, comme je l'évoquais, ce sujet aussi d'enjeux de proximité de terrain et puis des moyens qui vont avec. Autre problématique qu'on retrouve également comme étant celle des grandes problématiques en termes de bilan de fonctionnement sur ce premier mandat, c'est la question des réclamations individuelles et collectives, c'est-à-dire les anciennes questions d'épée, qui pour les CSE d'entreprises de plus de 50 salariés sont un peu passées à la trappe dans le Code du travail, c'est-à-dire que c'est bien dans les compétences du CSE, mais en revanche, le Code du travail n'a pas du tout précisé comment est-ce que ça avait vocation à être traité. Le Code du travail, l'ayant précisé en reprenant les dispositions des anciens DP pour les CSE d'entreprises de moins de 50 salariés, mais pas pour les plus de 50. Donc, se pose la question de comment est-ce que c'est mis en œuvre? Est-ce que c'est traité comme des points normaux de l'ordre du jour, mais avec le risque de très fort alourdissement de ces ordres du jour, ce qui est aussi un des retours d'expérience qu'on fait, qui peut être potentiellement traité à travers la mise en place de représentants de proximité, qui peut être traité à travers potentiellement une commission spécifique. C'est ce qui s'est fait dans un certain nombre de CSE. Et donc, là aussi, c'est très clairement un des sujets qui mérite de faire le bilan, pour lequel le bilan mérite d'être fait et qui mérite potentiellement d'être revu si
ce bilan n'est pas pleinement positif sur ce premier mandat, en ayant bien conscience des différentes pratiques qui peuvent exister dans les entreprises, et ça peut aussi donner des idées potentiellement d'évolution sur le process qui a été mis en place pour traiter ces réclamations individuelles et collectives qui sont un point important pour les salariés. Autre sujet qui ressort et comme un des points importants, c'est, je l'évoquais très brièvement tout à l'heure, la question des représentants de proximité qui ne peuvent être mis en place que par accord, puisque à titre supplétif, c'est-à-dire à défaut d'accord, il n'y a pas de représentants de proximité mis en place. Sachant que des représentants de proximité n'ont été mis en place que dans une petite minorité de cas sur ce premier mandat, puisque globalement, un nombre limité d'entreprises ont conclu des accords sur le fonctionnement et la mise en place de CSE, et parmi les accords qui ont été conclus, moins d'un quart ont prévu eux-mêmes la mise en place de représentants de proximité. Donc c'est une petite minorité, alors même que dans de nombreuses entreprises, on voit que cette question du lien au terrain et de cette proximité est un enjeu qui peut poser souci évidemment aux salariés et à leurs représentants, mais qui peut aussi mettre en difficulté potentiellement les directions, parce que avoir un corps intermédiaire pour remonter, y compris les problématiques issues du terrain, peut être de l'intérêt de toutes les parties, y compris des directions. Donc là encore, cet accord peut avoir vocation à définir le nombre de représentants de proximité, leur périmètre de mise en place, leurs attributions, et notamment ça peut être le cas de réclamations individuelles et collectives, mais ça peut être aussi le cas de sujets SSCT, leurs modalités de désignation, puisqu'ils sont désignés par le CSE, mais soit parmi les membres du CSE, soit parmi les salariés qui ne sont pas membres du CSE. Donc ça aussi, c'est un arbitrage qui mérite d'être fait. Et puis, toute la question du fonctionnement de ces représentants de proximité sur lesquels la loi est complètement muette. Donc là, c'est vraiment l'enjeu de convenir entre les parties à travers cette négociation de comment est-ce que ça a vocation à se passer. Et puis, là aussi, quelles prérogatives, quels moyens et quelle articulation avec les autres niveaux de représentation du personnel, que ce soit le CSE ou là où les commissions SSCT en particulier, voire potentiellement d'autres commissions. Ensuite, alors là encore, hein, on n'a pas balayé toutes les problématiques qui peuvent se poser dans le cadre du bilan des points particuliers, mais ce que je viens d'évoquer nous semble être quelques-unes des très grandes problématiques. Évidemment, ensuite, il y a la question de la négociation du protocole d'accord préélectoral. Donc, je le rappelle, le protocole d'accord préélectoral, c'est un accord bien particulier puisque toutes les organisations syndicales doivent être conviées à cette négociation, y compris celles qui ne sont pas présentes ou représentatives dans l'entreprise. Pour que le protocole d'accord préélectoral soit valable, il doit être conclu à une double majorité. C'est à la fois une majorité en termes de représentativité, mais aussi une majorité en termes de nombre d'organisations syndicales ayant participé à cette négociation. Donc, cette négociation est très cadrée par le Code du travail, avec un certain nombre de dispositions qui doivent légalement y figurer. Donc, c'est la question du nombre de sièges, c'est la question de la répartition des sièges entre les collèges électoraux, sachant que sur le nombre de sièges, à défaut de dispositions particulières dans le PAP, on a ce qui est prévu à titre supplétif dans le Code du travail, donc, qui s'appliquera et qui est en fonction des effectifs en équivalent temps plein dans l'entreprise. Autre point de négociation obligatoire qui est celui de la répartition du personnel dans les différents collèges et la définition des différents collèges. Évidemment, la question de toutes les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, donc notamment la question du calendrier, de tout le rétro-planning avec les différentes étapes, mais aussi toutes les modalités de ce qu'on appelle la propagande électorale. Donc, comment s'organise la campagne électorale, comment s'organisent
les modalités pratiques de vote. Est-ce qu'on est sur un vote physique, un vote potentiellement par correspondance, voire un vote électronique, sachant là, pour le coup, le législateur a prévu la possibilité en amont du PAP de conclure soit un accord mettant en place le vote électronique, soit à défaut une décision unilatérale de l'employeur pouvant prévoir le vote électronique, et auquel cas le PAP ne fait que prendre en compte cette décision préalable. Autre point, toute la question de la composition des bureaux de vote. Donc, voilà sur les modalités matérielles d'organisation du vote. S'agissant du contenu du PAP, il y a aussi l'obligation de rappeler les dispositions sur l'équilibre femmes-hommes sur la composition des listes de candidats. Donc là, qui est une obligation légale et d'ordre public, sachant que là, le contenu du PAP n'est pas réellement négociable, puisque c'est un rappel des dispositions légales qui s'appliquent par collège électoraux, et on est sur une disposition légale d'ordre public, donc non négociable. Voilà. Et puis la répartition des sièges entre les différents établissements et différents collèges, sachant que entre les différents établissements, c'est si on est sur une entreprise à établissements multiples, ce qui est le cas d'un certain nombre d'entreprises. Et évidemment, dans le cadre de cette négociation, les organisations syndicales, les négociateurs, doivent avoir accès à des informations préalables dans une logique de loyauté de la négociation. C'est notamment ce qui est régulièrement rappelé par la jurisprudence, avec notamment l'accès au registre du personnel ou aux informations issues de la DADS. Dans le protocole d'accord préélectoral, d'autres dispositions peuvent potentiellement être négociées, mais ne sont pas obligatoires. Donc, ça peut être la modification sur le nombre et la composition des collèges électoraux. Sinon, sachant qu'à défaut de dispositions particulières, on appliquera les collèges prévus par le Code du travail. Donc, 2 ou 3 collèges selon le nombre de cadres qui impose ou pas la mise en place d'un 3e collège spécifique pour les cadres. Donc, la possibilité de modifier le nombre de sièges, puisque à défaut, ce sont les dispositions légales supplétives qui s'appliquent. Il en est de même sur le volume d'heures de délégation pour lesquelles il est possible de prévoir des dispositions qui dérogent des dispositions légales supplétives dès lors qu'on a un volume global d'heures de délégation qui est à minima équivalent à ce qui est prévu par les dispositions légales supplétives, et puis la possibilité notamment de déroger à la limitation du nombre de mandats successifs de 3 donc mandats d'élus au CSE successifs, mais cette disposition de dérogation possible ne s'applique que pour les entreprises de moins de 300 salariés. Alors, entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, voilà. Avec, petit rappel, le fait que cette limitation ne s'applique qu'aux entreprises de plus de 50 salariés, les, entre guillemets, petits CSE, donc aux prérogatives réduites, ceux qui couvrent les entreprises de 11 à 49 salariés, n'étant pas concernés par cette limitation du nombre de mandats successifs. Alors ça, c'est le contenu de ce qui est traditionnellement négociable dans le PAP. Après, le PAP étant un accord spécial, mais étant quand même un accord d'entreprise, rien n'interdit d'intégrer potentiellement dans le PAP tout autre sujet potentiellement de négociation. Et donc, ce que traditionnellement on négocie dans un accord de fonctionnement du CSE peut potentiellement aussi être intégré dans le protocole d'accord préélectoral. Donc ensuite, on a évidemment les nombreux sujets possibles de négociation dans ce qu'on appelle traditionnellement l'accord de dialogue social ou l'accord de fonctionnement du CSE, avec le fait que il y a évidemment 2 enjeux majeurs, qui est celui de l'architecture de la représentation du personnel et puis celui des moyens. Donc l'architecture, c'est ce qui devra être négocié en préalable. D'abord, la question d'établissement distinct ou pas. Et puis, ce qui est aussi fondamental, c'est la question de commission SSCT ou pas, une ou plusieurs, la mise en place éventuelle de représentants de proximité, sachant que
cette architecture est à mettre en balance ou en articulation avec évidemment la question des moyens et donc du fonctionnement, avec sur le fonctionnement de très nombreuses thématiques qui peuvent être négociées, là aussi dans le cadre d'une négociation, en ayant bien en tête de maîtriser les dispositions légales et notamment les dispositions légales supplétives, de manière à savoir dans quelle mesure ce qui est négocié est plus favorable ou pas que les dispositions légales supplétives, puisque là encore, la volonté du législateur a été de pouvoir donner aux négociateurs au plus près du terrain la possibilité de faire des accords donnant-donnant, donc y compris en allant en dessous des dispositions légales supplétives, mais encore faut-il en avoir pleinement conscience, donc d'où l'enjeu de formation et d'accompagnement que j'évoquais plus haut. Donc, c'est le sujet de la périodicité des réunions, c'est le sujet potentiellement du contenu, de la base de données économiques, sociales et environnementales, puisque je le rappelle, les articles R23.12.8 et 9 du Code du travail, en fonction que l'entreprise a plus ou moins de 300 salariés, ont prévu un contenu assez important pour cette DESE, mais là encore, ce sont des dispositions légales supplétives. Donc, par accord, on peut faire mieux ou moins bien ou différemment. L'enjeu aussi des suppléants, là aussi, j'aurais pu le dire un peu plus tôt, c'est aussi une des grandes problématiques qui ressort de ce premier mandat, qui est le rôle assez délicat alloué aux suppléants, puisque à défaut d'accord plus favorable, ils ne siègent pas en réunion plénière, sauf quand ils remplacent un titulaire absent. Donc, ça pose la problématique de quel est leur rôle. Ça pose la problématique aussi du parcours de représentants du personnel, puisque traditionnellement, historiquement, on commençait plutôt par un mandat de suppléant pour après aller vers un mandat de titulaire, et le mandat de suppléant était l'occasion d'apprendre en étant présent. Là, désormais, le suppléant, c'est plus délicat pour lui, donc ça fait partie des sujets de négociation possibles, notamment un certain nombre d'accords ont prévu le fait que certains suppléants peuvent assister aux réunions plénières, même en présence des titulaires. Donc, ça fait partie des sujets de négociation. Évidemment, la question des budgets, des commissions, des informations, consultations et des droits à expertise. Là aussi, avec quand même un point d'alerte particulier qui est celui des informations, consultations récurrentes pour lesquelles il y a des dispositions légales supplétives qui sont consultations chaque année sur les 3 temps d'IREP-SAMEN, consultation sur la situation économique et financière, sur la politique sociale, les conditions de travail et emploi et sur les orientations stratégiques, mais par accord, il est possible d'aller jusqu'à une fois tous les 3 ans, ce qui limite le droit à information et ce qui limite le droit à expertise par voie de conséquence. Donc là, la préconisation peut être traditionnellement plutôt de ne pas aller sur ce champ de négociation, puisque systématiquement, quand on voit une négociation sur cette thématique, c'est pour faire moins bien que ce que la loi prévoit. Dans les sujets de négociation aussi, donc on a tous les sujets qui sont plutôt du ressort du protocole d'accord préélectoral, mais qui peuvent déjà être anticipés dans un accord de dialogue social sur aller négocier plus de membres du CSE que ce que la loi prévoit, augmenter le crédit d'heure de délégation, etc. Et puis, on a d'autres champs possibles qui est le droit syndical, le champ de la négociation collective, le champ de la valorisation du parcours des représentants du personnel, qui est aussi un autre enjeu. Tous ces éléments-là peuvent être intégrés dans un accord de dialogue social en ayant bien toujours en tête qu'il faut bien définir à la fois une architecture globale cohérente, prévoir une bonne articulation entre les différents niveaux et puis évidemment les moyens qui sont nécessaires pour ce fonctionnement. Enfin, j'ai évoqué assez largement la question de la négociation, puisque ce bilan de fin de mandat peut être l'occasion de revoir les accords tels qu'ils avaient été conclus quand ils avaient été conclus sur le premier mandat. Donc, soit il y avait un accord de dialogue social ou un accord de fonctionnement du CSE qui était conclu à durée indéterminée, auquel cas il est toujours possible de le renégocier à travers un avenant, soit il était conclu à durée déterminée, auquel cas il est indispensable d'en renégocier un autre, puisque ce premier accord tombe à la fin du mandat, soit rien n'avait été négocié sur le premier mandat, et ça veut dire qu'on était pour l'essentiel sur les dispositions légales supplétives, et c'est justement l'occasion de négocier. À défaut d'un accord, quoi qu'il se passe, il y a l'obligation de mettre en place pour le CSE un règlement intérieur du CSE, tel que prévu à l'article L2315-24 du Code du travail, avec
parmi, en particulier, les dispositions obligatoires du règlement intérieur du CSE portent sur toute la comptabilité du CSE, mais ce règlement intérieur peut être aussi l'occasion de un peu, entre guillemets, une session de rattrapage de la négociation, puisque à travers le règlement intérieur et sous réserve que l'employeur en soit d'accord, et donc d'une certaine manière qu'il valide également le règlement intérieur, ça peut être l'occasion d'aller, de mettre en place dans l'entreprise des dispositions supralégales, y compris sur les moyens du CSE. Donc, il faut aussi, alors c'est peut-être pas l'objectif premier à avoir parce que autant que possible, il peut être plus efficace et plus sécurisé de passer par un accord d'entreprise en bonne et due forme, mais à défaut, le règlement intérieur peut aussi être l'occasion d'aller renforcer les moyens, là encore sous réserve d'un vote par la majorité du CSE et d'une acceptation par l'employeur, puisque le Code du travail prévoit que le règlement intérieur ne peut pas imposer de dispositions supralégales à l'employeur. Donc, c'est possible seulement si l'employeur l'accepte, et auquel cas, ces dispositions supralégales ont la valeur d'engagement unilatéral de l'employeur. Après, au-delà de ça, évidemment, le règlement intérieur a aussi un vrai enjeu qui est de préciser un certain nombre de modalités pratiques dans le fonctionnement du CSE, et donc qui vient là plutôt en complément avec ce qui aura été prévu dans le ou les accords d'entreprise ou à défaut d'accord en complément des modalités appliquées directement des dispositions légales et notamment des dispositions légales supplétives. Voilà de manière assez synthétique malgré tout, hein, au regard du timing, on s'est limité sur ces aspects de bilan et de ce qui est négociable ou de ce qui ne l'est pas. Mais voilà quelques-uns des points d'attention, y compris des retours d'expérience globaux qui ressortent de ce premier mandat. Alors moi, je vais enchaîner sur le sujet du rapport de fin de mandat. Alors, c'est un terme qui n'est pas prévu dans les textes. Hein. Vous ne trouverez pas rapport de fin de mandat dans le Code du travail. Ce qu'on retrouve dans le Code du travail, c'est l'article R2315-39 qui indique que les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité. Ils rendent compte sur leurs activités sociales et culturelles, mais également sur leurs attributions économiques et professionnelles. Et ils remettent à l'occasion donc du changement de mandature tout document relevant de l'administration et de la gestion du comité. Si on prend les mots-clés effectivement de cet article, eh bien, il faut pouvoir rendre compte à des nouveaux élus. Il faut pouvoir transmettre, remettre des documents relatifs à l'administration et à la gestion, ce qui fait que le rapport de fin de mandat est une réponse à cet enjeu juridique, puisqu'il va falloir justifier, être en mesure de pouvoir montrer que l'on a rendu compte et respecté effectivement cet article du Code du travail. Donc le rapport de fin de mandat est une réponse légale, mais c'est également l'occasion, puisqu'il s'agit de faire un bilan, de regarder justement comment s'est passé le dialogue social, Luc vient d'en parler, et de pouvoir en faire état dans ce rapport, que ce soit dans les enjeux de négociation avec l'employeur, que ce soit à des fins de communication dans la campagne électorale qui s'annonce. En tout cas, il y a effectivement cet enjeu de devoir rendre compte. L'objectif du législateur à travers cet article du Code du travail, c'est de venir encore renforcer les compétences d'un nouvel élu. Pourquoi? Parce que bien justement, quelqu'un qui arrive et qui n'était pas au précédent CSE, eh bien, il y a une mine d'informations qu'il doit maîtriser. Luc parlait tout à l'heure des 3 casquettes qu'il faut maîtriser et d'une pluralité de sujets. Et le législateur, au fil des ans, eh bien, il a prévu pas mal de dispositifs, une formation économique, des moyens financiers, le fait de pouvoir être accompagné d'experts, etc. Eh bien, ce dispositif supplémentaire qui consiste à ce que les anciens élus
rendent compte effectivement du bilan de leur mandat et transmettent les éléments, lui permet effectivement de mieux maîtriser les enjeux qui lui incombent désormais dans le nouveau CSE, de mieux se rendre compte sur des éléments avec lesquels il part, les moyens financiers, mais également le retour d'expérience sur les différents enjeux. Et donc, la rédaction de ce rapport de fin de mandat va être l'occasion, effectivement, pour les élus sortants de faire bénéficier à ces nouveaux membres de leur expérience. Il faut savoir que si le bureau est reconduit, il peut se poser la question, est-ce que je suis amène de devoir rédiger ce rapport de fin de mandat? Oui, puisque effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir aussi transmettre ces informations à un élu, quand bien même il ne serait pas au bureau et qu'il fasse partie d'un syndicat minoritaire. Les personnes qui sont concernées par la rédaction les comités qui sont concernés par la rédaction de ce rapport de fin de mandat, quand on regarde où est placé cet article dans le Code du travail, on s'aperçoit qu'effectivement, ça concerne tous les CSE de plus de 50 salariés. Donc, il n'y a pas à regarder s'il s'agit de comité d'établissement, comité central, tous les comités, tous les CSE, même inter-entreprises sont concernés. Par contre, seuls ceux qui sont qui relèvent d'entreprises de plus de 50 salariés. On rappelle que, comme tout article dans le Code du travail qui ne serait pas respecté, si une personne s'estime lésée par le non-respect, donc si les élus sortants ne rédigent pas ce rapport de fin de mandat, ou en tout cas ne rendent pas le bilan de leurs actions, tout nouvel élu, effectivement, pourrait intenter une action devant le tribunal judiciaire pour le non-respect de cette obligation de rendre compte. Alors, on va voir maintenant le contenu qu'il peut y avoir dans ce rapport de fin de mandat. C'est une proposition qu'on vous fait ici et qui s'appuie effectivement bien sur l'article R2315-39 du Code du travail. Dans un premier temps, on reprend simplement, puisqu'il est demandé de faire état de la gestion du CSE sur ses attributions économiques et professionnelles. Là, il s'agit de faire état de façon globale du bilan du dialogue social, de ce qui s'est passé sur la précédente mandature. Alors, il faut savoir que si on revient sur les attributions économiques et professionnelles du comité, l'enjeu, c'est d'assurer l'expression collective des salariés pour qu'ils soient pris en compte dans les décisions de l'employeur, à différents niveaux, que ce soit au regard de la façon dont il gère l'entreprise, l'évolution économique et financière de celle-ci, l'organisation de travail, la formation professionnelle, également l'ensemble des impacts de ces décisions de l'employeur sur les enjeux environnementaux. Ça, c'est le rôle effectivement du CSE. Là-dessus, le rapport de fin de mandat peut faire état des différentes informations qui lui ont été communiquées dans le cadre de son mandat, des consultations qu'il a pu faire. On peut y présenter finalement les avis rendus ou les principales conclusions des 3 consultations récurrentes que le comité a pu mettre en place, donc, que Luc évoquait tout à l'heure, orientation stratégique, situation économique et financière de l'entreprise, politique sociale de l'entreprise et conditions de travail et d'emploi. Ça peut être également les avis rendus par le CSE dans le cadre de situations ponctuelles si celles-ci se sont avérées être présentes, comme alors là je
y a toute la liste. Le but n'est pas d'en faire toute la présentation, mais restructuration et compression des effectifs, licenciement collectif, procédure de sauvegarde, etc. C'est également l'occasion de pouvoir présenter comment ont été utilisés les moyens, puisque le CSE bénéficie d'un budget spécifique lié aux attributions économiques et professionnelles. Donc, comment il a utilisé cette subvention de fonctionnement, et puis quelle a été son organisation, les commissions, la façon dont il a œuvré durant ce mandat. Notre conseil sur le sujet, parce que on pourrait en faire, vous voyez bien, des pages et des pages de compte rendu, c'est plutôt comme la philosophie, c'est de transmettre une expérience aux nouveaux élus, c'est de plutôt se concentrer sur les points essentiels, ceux qui font justement avancer le débat, et donc de pouvoir plutôt essayer de transmettre les informations clés et les retours d'expérience qui seront utiles pour la suite. Ensuite, là aussi, comme l'article R 2315-39 nous y invite, il s'agit de faire un compte-rendu de la gestion au regard des activités sociales et culturelles qui ont été proposées par le CSE, qui ont été proposées en direct par le CSE ou par délégation. Et donc, là, pour le coup, établir le bilan sur ce sujet-là, ça reste relativement simple, puisque les CSE ont l'obligation d'établir un rapport d'activité et de gestion chaque année. Et donc, il s'agira surtout de faire une synthèse de ce qui a été fait sur ce budget-là et une relecture de ce qui a déjà été présenté sur ces rapports d'activité et de gestion doit permettre de facilement réaliser le bilan sur la mandature. Alors, tous les CSE ont été pris de plein fouet par la crise sanitaire qui a débuté en 2020. Et donc, on peut présumer que à l'occasion du bilan de ce mandat, ils évoqueront comment la crise sanitaire a été appréhendée chez eux, la façon dont il a fallu reporter ou adapter les prestations qui ont été mises en place. Un autre sujet qui nous semble important d'être présenté dans ce rapport de fin de mandat, c'est la présentation du patrimoine. Parce que le patrimoine est la conséquence finalement de ce qui a été fait durant le mandat, mais c'est également une information importante pour les nouveaux élus, puisque c'est sur la base duquel ils vont repartir pour le mandat suivant. Alors ce patrimoine, bien sûr, il est composé de moyens financiers, de ce qu'il y a encore en banque, mais c'est justement sur les autres postes qu'il peut y avoir un intérêt aussi pour les élus d'avoir une bonne connaissance. Le niveau des stocks, des bons d'achat, en ce qui concerne le patrimoine, est-ce qu'il y a des appartements de vacances, mobil-home, est-ce qu'il y a du matériel qui a déjà été acquis et qui pourra être réutilisé. Il s'agit aussi de connaître les engagements qui ont pu être pris vis-à-vis des tiers, puisqu'on retrouve souvent aujourd'hui des prestataires qui proposent des contrats sur 2, 3, voire 4 années. Et généralement, ces contrats ne débutent pas et se terminent pas pile en phase avec les mandats. Donc, quoi qu'il arrive, les élus qui reprennent doivent récupérer le flambeau et le poursuivre sur ces sujets. Et puis, il s'agit de regarder les engagements qui ont été reçus, les biens mis à disposition, sur lesquels, là aussi, ils vont pouvoir s'appuyer. De notre point de vue, et puis parce que ce n'est pas précisé dans le Code du travail, il ne s'agit pas nécessairement de faire un arrêté comptable. Alors,
en tant qu'expert comptable, on est bien placé pour se dire que la meilleure présentation possible d'un patrimoine, c'est d'en faire d'abord un arrêté comptable. C'est vrai, mais on peut aussi imaginer que cette analyse se fasse par inventaire des principaux postes de patrimoine. La philosophie, c'est plutôt voilà, de transmettre les informations dans ce rapport qui soient les plus pertinentes pour que les élus puissent effectivement se parer au mieux au démarrage de leur mandat, et donc que l'on ne soit pas à la virgule près sur les chiffres ne nous semble pas une nécessité. Pour autant, effectivement, qui peut le plus, peut le moins, un arrêté comptable permettrait de pouvoir faire une présentation fine et de pouvoir annexer au rapport de fin de mandat des états comptables. Mais c'est important parce que beaucoup de personnes confondent justement cette obligation de rendre compte sur les ASC, les AEP et les éléments relatifs à l'administration et la gestion. Donc ça, je résume, hein, le R 2315-39 du Code du travail, à l'obligation de faire un arrêté comptable. Non, vous voyez, présenter le bilan de ce qu'on a fait sur les ASC ou sur les attributions économiques et professionnelles, et puis même faire une présentation du patrimoine, n'impose pas du tout de faire un arrêté comptable. Le fait de faire un arrêté comptable, ça a néanmoins un avantage, c'est que ça peut permettre de connaître, pour le coup de façon fine, quelles sont les ressources dont dispose encore et quel est le patrimoine dont dispose encore le CSE à la fin de son mandat. Si c'est suffisamment anticipé, eh bien, le CSE peut profiter de ce travail d'anticipation de la rédaction de ce rapport de fin de mandat pour finalement se réallouer un dernier budget sur pour pouvoir proposer des activités sociales et culturelles supplémentaires dans le respect des normes URSSAF. Et là, l'expert comptable, justement, peut jouer un rôle de conseil précieux puisque il lui permet d'avoir une visibilité fine sur ce qui peut encore être mené avant les élections. Bon, là, c'est une parenthèse, hein. Ce n'est pas le cas du rapport de fin de mandat, mais là aussi, on peut jouer un rôle précieux de conseil. Alors, le rapport de fin de mandat doit également préciser justement où se situent les éléments relatifs à l'administration et la gestion et transmettre un certain nombre d'informations dans ce cadre. Déjà, le point le plus important, puisque l'article du Code du travail parle effectivement de la documentation, eh bien, il faut pouvoir préciser où elle se situe, puisque de toute façon, le rapport de fin de mandat ne va pas pouvoir consigner en annexe toute la documentation qui devra être transmise, mais c'est plutôt justement dans ce rapport de préciser comment elle s'organise, cette documentation, entre la documentation papier, la documentation qui est justement en ligne ou de façon dématérialisée, comment elle s'organise, où elle est stockée, de manière à ce que les nouveaux élus puissent facilement naviguer dans celle-ci à leur prise de fonction. Si l'information est dématérialisée, comment y avoir accès? Si elle est en papier, bien justement avoir un peu plus de détails sur la façon dont elle s'organise. Il faut savoir sur ce sujet-là que si on prend par exemple le sujet des pièces comptables, eh bien, les CSE ont l'obligation de les conserver 10 ans. Donc, ça concerne nécessairement 3 voire 4 mandatures qui devront se passer successivement ces pièces comptables. Et donc, le rapport de fin de mandat, c'est l'occasion justement de pouvoir préciser où se situent les pièces comptables et quelles années sont encore conservées, justement pour pouvoir faire état de celles qui sont à date détenues, de manière à ce qu'un élu à qui on demanderait des comptes sur le sujet
X années après, puisse être en mesure de dire j'avais bien dans mon rapport de fin de mandat évoqué où elle se situait, les années que nous avions. Si par la suite ça a été perdu, entre guillemets, c'est plus de mon fait. C'est également l'occasion de faire un état des lieux sur la situation administrative et juridique du CSE. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire un audit, une réponse à un audit complet sur la situation juridique du comité, mais il est important de pouvoir, toujours dans cette logique de transmission, de faire état un petit peu de la situation du comité au regard de différentes règles, notamment le règlement intérieur. Donc, est-ce qu'il existe? On a vu avec Luc que bien effectivement, c'était une obligation, mais est-ce qu'il a été voté? Bon, encore beaucoup de comités où on s'aperçoit que dans les faits, il doit encore être voté, il n'a pas été encore mis en place. Donc, ce n'est pas pour autant que le rapport de fin de mandat ne doit pas évoquer ce qui n'a pas été fait. Au contraire, c'est plutôt de dire bien ces sujets-là ont été traités et sont consignés. Donc, nous avons un règlement intérieur, il se situe à tel endroit où il est mis en annexe du rapport de fin de mandat. Ou au contraire, il n'a pas encore été réalisé et il conviendra à la prochaine mandature de poursuivre le travail sur le sujet. Bon, je parle du règlement intérieur, ça peut être également la mise en conformité du CSE au regard du règlement général de la protection des données. Ça peut être voilà, sur plein de sujets, voilà, sa situation juridique et où il se situe à ce niveau-là. Ça peut être également au niveau d'un contrôle URSSAF. Est-ce qu'il a fait l'objet d'un contrôle en cours ou est-ce qu'un contrôle a abouti? Quelles ont été les conclusions? Est-ce qu'un contrôle lui a été signifié mais n'a pas encore eu lieu? S'il a été redressé, quels ont été les sujets qui ont été remontés par le contrôleur? Voilà. Toujours dans cette logique de transmettre ses compétences et sa connaissance du CSE. Voilà. Donc là, j'ai fini de vous présenter ce qui pourrait être indiqué dans ce rapport de fin de mandat. Et donc maintenant, la question de savoir, c'est qui le rédige et les modalités autour de sa présentation. Alors, le Code du travail, hein, si on reprend toujours le même article, eh bien, on précise que c'est les membres du CSE sortant et rendent compte au nouveau comité. Donc, on n'a pas plus de détails. Donc, de notre point de vue, eh bien, c'est au bureau des élus de préparer la rédaction de ce rapport, puisque les membres du CSE sortant, c'est un petit peu trop vague pour pouvoir finalement définir les rôles de chacun. Et bien sûr, là, je vais prêcher pour notre paroisse, mais on estime que les experts comptables sont tout à fait à même de pouvoir les conseiller sur le sujet et de venir les accompagner dans la rédaction de ce rapport de fin de mandat, puisqu'effectivement, ils maîtrisent bon nombre des sujets qui sont évoqués, qui sont à évoquer. Le bilan des ASC, eh bien, on a pu le voir qu'il s'agissait de reprendre beaucoup des données qui sont dans le rapport annuel d'activité et de gestion, qu'il a souvent préparé avec les élus. Le bilan du dialogue social sur les attributions économiques et professionnelles, Luc en a parlé, ce sont un bon nombre de sujets sur lesquels l'expert comptable ça a pu se pencher, notamment au travers des missions récurrentes. En ce qui concerne le patrimoine, là c'est encore plus certain que l'expert comptable serait en mesure de pouvoir le détailler. Sur sa situation juridique et sa documentation, eh bien, on a une bonne maîtrise de différents process du CSE pour pouvoir justement le facilement rédiger aussi sur le sujet. De surcroît, eh bien, le financement de cet accompagnement
s'effectue à notre sens sur le budget des attributions économiques et professionnelles, ce qui, pour plusieurs CSE, est un plus. Alors, quand et comment diffuser ce rapport de fin de mandat? Eh bien, le Code du travail, finalement, lui, il impose effectivement la transmission de l'information, rendre compte de sa gestion. Si on prend les termes, rendre compte de sa gestion, eh bien, on sait qu'il faut transmettre l'information, mais finalement, il n'a pas été dit à quel moment, il n'a pas été dit que c'était à la première réunion du nouveau CSE que ça devait être fait. On n'a pas de… Les modalités sont assez légères, d'autant plus que il n'a pas été précisé que si les anciens élus allaient disposer d'heures de délégation spécifiques pour venir le présenter au nouveau CSE. Donc, si les mandats sont tombés, en soi, ils n'ont ni à être invités à un nouveau CSE, ni ne disposent d'heures spécifiques sur le sujet. Donc, il appartient aux anciens élus soit de négocier cette possibilité en amont avec l'employeur, soit effectivement de pouvoir déléguer la présentation de ce rapport à un tiers. Et justement, ça peut être l'expert comptable qui l'accompagne dans la rédaction de ce rapport. Mais quoi qu'il arrive, restons sur l'information sur la règle qui est indiquée dans le Code du travail. Ce qui est le plus important, c'est de transmettre. Limite, on pourrait même ne pas le présenter en plénière, juste transmettre, indiquer en plénière que le rapport a été remis et indiquer où il est remis. Ça suffirait pour justement avoir respecté pour les anciens membres, bien, effectivement, cette obligation de rendre compte. Là encore, lorsque le rapport est communiqué, s'il est présenté, ça nous semble un plus, et s'il est présenté, bien, aucun quitus n'est nécessaire par les nouveaux membres. Ils prennent acte, on leur a transmis effectivement ces éléments, il n'y a pas d'obligation effectivement d'approuver ce qui a été écrit. Voilà pour ce rapport de fin de mandat. Donc, en conclusion, eh bien, il nous semble essentiel d'anticiper au maximum l'ensemble de ces sujets. Le retour d'expérience sur la précédente mandature est extrêmement instructif. Ça nous permet non seulement effectivement de pouvoir rédiger ce rapport de fin de mandat qui répond à cette obligation légale, de préparer la négociation du protocole d'accord préélectoral, mais de revenir finalement sur l'ensemble du dispositif du dialogue social pour essayer de pouvoir renégocier avec l'employeur sur les sujets qui ne fonctionnent pas. Et bien sûr, l'expert comptable joue un rôle essentiel d'accompagnement pour pouvoir épauler au mieux les élus sur cette période. Guillaume et Luc, il y a une question qui est posée. Oui. C'est que le rapport est remis. Question. Est-ce que le rapport est remis après les élections ou avant, sachant que les comptes N-1 ne sont pas forcément déjà arrêtés? Comme j'évoquais, le Code du travail indique de rendre compte aux nouveaux membres. Donc, il y a nécessairement le fait que il faudra qu'il y ait des nouveaux membres à un moment donné qui récupèrent l'information. Mais effectivement, rien n'interdit de pouvoir rédiger ce rapport de fin de mandat avant les élections, quand bien même il n'y a pas encore d'arrêté comptable de réaliser, puisque comme je l'évoquais, il n'y a pas une nécessité de faire un arrêté comptable pour pouvoir rédiger ce rapport. Et puis, ça pourrait être un rapport qui peut être communiqué au président, charge à lui d'aller le transmettre par la suite au nouveau CSE. Il n'y a pas une obligation à ce qu'il soit rédigé seulement à l'issue du mandat. On peut imaginer qu'il soit rédigé sur la dernière période du CSE. Alors, il y a deux autres questions. Une, c'est est-ce que le mandat des nouveaux élus prend effet le jour d'élection, ou est-ce qu'il y a un délai de passation des pouvoirs entre l'ancien et le nouveau? Et le deuxième, faut-il donner quitus
aux trésoriers et aux secrétaires par les nouveaux élus? Alors, le mandat le mandat des nouveaux, enfin, le mandat s'arrête dès, je crois, Luc nous confirmera, dès le premier tour des élections. Donc, le mandat des anciens élus s'arrête dès le premier tour. Et le nouveau mandat, par contre, commence une fois que les résultats des élections sont prononcés. Luc, tu m'arrêtes si je me trompe sur le sujet. Hein. En ce qui concerne le quitus, bien, il n'y a pas de… Voilà, le quitus, c'est quelque chose qui pourrait être rajouté dans les règlements intérieurs, mais le Code du travail n'évoque pas cette obligation de faire un quitus. C'est quelque chose qu'on a entendu parler ou on a pu voir parce qu'effectivement, certains comités avaient mis ça en place. Mais ça, c'est des règles internes. Il n'y a pas d'obligation légale à ce qu'on marque un quitus. Ce qui est légalement prévu, c'est que bien, chaque année, dans les 6 mois de la clôture, les élus approuvent en plénière les comptes, que ces comptes contiennent 3 rapports. Le rapport présenté par l'expert comptable, les comptes annuels, le rapport annuel de gestion, et puis le rapport sur les conventions passées. Donc ça, c'est légal, effectivement. Les élus doivent à la majorité approuver les comptes au prisme de ces 3 rapports. Et donc, d'une certaine manière, ça fait quitus sur la façon dont l'activité a été suivie. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation de faire un quitus spécifique pour le trésorier. Un petit complément, peut-être sur la question du début et de la fin du mandat. En pratique, on organise habituellement toute la procédure électorale pour que le premier tour coïncide avec le terme des mandats des élus précédemment en place. Néanmoins, si ce n'était pas le cas, les mandats précédents se terminent à la date anniversaire, c'est-à-dire que des élus de CSE sont élus, alors à défaut d'accords prévoyant des règles différentes sur une durée de 4 ans, et donc ça veut dire que le terme des mandats précédents se termine au terme de la durée telle qu'elle a été prévue. Et d'une certaine manière, si l'élection suivante a eu lieu avant le terme de leur mandat, juridiquement parlant, ça ne raccourcit pas automatiquement leur mandat. À ma connaissance, il y a assez peu de jurisprudence sur cette situation. Voilà, effectivement. Et donc, en théorie, on pourrait se trouver dans une situation où il pourrait y avoir sur un temps donné à la fois les anciens mandats qui n'ont pas été terminés, et auquel cas, ça veut dire que la prise d'effet des nouveaux mandats ne commencerait en pratique qu'une fois que les mandats précédents sont arrivés à leur terme. Pour autant, ces nouveaux élus auraient déjà été élus et donc bénéficieraient pleinement de la protection et autres qui va avec, mais effectivement, à un instant donné, il ne peut pas y avoir 2 CSE qui en même temps exercent concrètement leurs prérogatives. Donc le mieux est quand même d'appliquer le calendrier et de faire en sorte qu'il y ait bien une coïncidence de terme des mandats avec ce premier tour pour éviter de se retrouver avec ce type de problématique. Donc il n'y a pas de cohabitation prévue, hein. C'est ça, entre l'ancienne et la nouvelle équipe. Non, justement, d'où effectivement le rôle intéressant que nous pouvons avoir en tant qu'experts comptables, puisque si les élus, si les mandats effectivement ne se juxtaposent pas, eh bien, l'expert comptable peut faire la transition justement entre l'ancienne et la nouvelle mandature. Ce type de question nous permet justement de rebondir sur ce que viennent dire à l'instant Guillaume et Luc. C'est que notre rôle de conseil, c'est d'aider justement les CSE, non seulement pour l'arrêté des comptes, c'est une chose, mais sur ces problèmes un peu particuliers, parce que ceux qui ont l'expérience de ces missions auprès des CSE savent qu'il n'y a pas toujours, comme dans la vie politique, de nécessaire continuité dans les équipes. Il peut y avoir des changements. Et on a vu des majorités syndicales différentes se faire élire par rapport
aux précédentes. Enfin, chaque équipe joue avec son dossard et espère gagner la course. Donc, la question qui se pose, c'est que de bien préparer la transition. Parce que certains se disent, on verra bien, on gère comme si on serait toujours là. Or, le principe même d'une élection, c'est que, sauf dans des régimes un peu particuliers, où on a les résultats avant même d'avoir voté, mais normalement, on a les résultats après le vote. Et le vote peut réserver des surprises et tous ceux qui sont candidats espèrent bien gagner. Donc, il faut bien préparer pour les majorités en place, et c'est notre rôle de conseil d'y contribuer, je crois, de les aider à prendre l'hypothèse où ils ne seraient plus en place. Parce qu'eux-mêmes, d'ailleurs, qui seraient un jour peut-être les minoritaires, pourraient aspirer à redevenir majoritaires. Donc, il faut trouver un système de basculement au niveau des élections qui soit cohérent. Ce n'est pas des avantages parce que, pour l'un, parce que ça peut être pour l'autre la fois d'après. Or, ce problème de la transition au niveau des mandats, de la transmission de l'information dont vous avez parlé dans votre webinaire avec beaucoup de talent, sont assez fondamentaux. Le CSE a toujours des élus, il y a une équipe qui succède à une autre équipe, mais il faut bien qu'elle dispose des moyens, de la connaissance, de l'information, et non pas que ceux qui arrivent retrouvent, si c'est d'une nouvelle équipe, l'armoire vide et rien qui est fait. Donc, c'est important que vous avez insisté avec le règlement intérieur, l'analyse en fin de mandat de ce qui a été bon et pas bon au cours de la première mandature. Parce qu'effectivement, on est un peu encore en terrain expérimental, puisque lui disait à l'instant qu'il n'y a pas de jurisprudence sur plein de choses, et c'est normal, ça fait que 4 ans que ça existe, les CSE, même s'il y a eu quelques litiges tranchés, il y en a encore plein qui vont arriver. Donc, c'est très important que de bien réfléchir, et vous avez bien cité là-dessus, et je voudrais en remettre une couche, en fin de mandat, sur ce qui a bien fonctionné et pas bien fonctionné au cours du mandat, au niveau des élus, avec la direction. Je lisais ce matin un papier disant que l'ordonnance CSE avait provoqué un affaiblissement du dialogue social dans les entreprises. Il y en a qui trouvent que la partie SSCT a été escamotée par rapport à ce qui était précédemment fait. Bon, bref, chacun vit sa réalité dans son CSE. Il est utile de faire un bilan objectif de la façon dont ça s'est passé. Il peut y avoir pendant la mandature du CSE eu des changements au niveau de la direction ou de la DRH avec des comportements différents. Bref, ce qui est important, c'est qu'on s'inscrive dans la durée, dans la relation, avec des textes et pas uniquement des accords à la bonne franquette parce qu'on connaît bien un tel ou un tel. Il faut bien penser que l'entreprise est appelée à durer. L'entreprise est un des repères importants dans la société. C'est reconnu, je disais une enquête récemment dans cette période que nous vivons avec pas mal de perturbations sur différents plans. L'entreprise reste un cadre stable et auquel se raccrochent les citoyens, comme la mairie, bref, comme l'école, c'est des 3 piliers sur lesquels chacun s'attache, c'est l'entreprise, l'école et la mairie. Donc c'est important qu'on travaille sur la durée, sur des accords, sur d'anticipation et là sur des bilans, puisque on vient d'expérimenter première mandature. Donc comment faire et anticipons ces points de transmission d'informations, d'expériences, de documentation. Et même tout à l'heure, c'est Guillaume qui en parlait, je crois, sur l'approbation des comptes, par exemple, du CSE. Ça se fait sérieusement et on est ravis, nous, experts comptables, d'avoir réussi il y a quelques années à faire en sorte que l'expert comptable soit inscrit dans le marbre comme contributeur à l'arrêté des comptes des CSE. Donc c'est très important, de mon point de vue, de bien anticiper, de faire un bon bilan, leur objectif, de le partager, pas être tout seul pour le faire, et de faire en sorte, dans la négociation du protocole d'accord électoral, de tenir compte des enseignements du passé. Certains pourront certainement avancer d'autres points, mais il y a peut-être autre chose. J'ai dit ce matin, par exemple, qu'en matière de prime de partage de la valeur, il y a encore des discussions sur différents points, il y a des points de désaccord sur
les franchissements de seuil, sur la durabilité de certains accords. Bref, tout ceci, il faut, à mon avis, en tenir compte. Mais je vois que je suis flou sur l'écran, mais ce n'est pas très grave. Je vous assure que je n'ai pas bu avant. D'ailleurs, ce n'est même pas moi, ce serait ceux qui me verraient, qui pourraient avoir vu et me verraient trouble. Non, je vous rassure, vous n'avez pas de trouble de la vision. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, on va les prendre, à moins que vous voulez apporter des compléments, Luc ou Guillaume. Ah oui, la question qui vient d'arriver, c'est entre le premier et le deuxième tour, le CSE serait donc sans élu. Qu'en pensez-vous, mon cher Luc? Juridiquement, si le mandat des anciens s'arrête au premier tour, les nouveaux démarrent au deuxième tour, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? On est effectivement potentiellement dans une période pendant laquelle il y a vocation à ce qu'il ne se passe pas grand-chose, effectivement, donc en toute logique. Alors après, on est de toute façon sur une période réduite d'entre-deux tours, mais très clairement, en toute logique, il ne devrait pas y avoir de réunion, par exemple, sur cette période, oui. Non, mais si le CSE a des salariés, par exemple, et qu'il y a des salaires à faire. Le CSE est une personne morale qui continue à exister. Alors, ce sont les élus qui la gouvernent qui effectivement ne sont pas en place et ne peuvent pas prendre des nouvelles décisions sur cette période courte, mais il n'y a pas de disparition de la personne morale voilà, sur cette courte période. Donc, il faut assurer la continuité quand même. D'accord? Ok. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on ne va pas vous bloquer plus longtemps. Sauf si vous avez des compléments à apporter, Guillaume et Luc. Je vous laisse la parole volontiers, bien entendu. Non, pour ma part, vous avez été, je crois, tellement clair que vous avez pris vos questions. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ah, si une autre. Pour les grands CSE avec un commissaire aux comptes, y a-t-il des enjeux de calendrier spécifiques? Le CAC doit-il revoir ce bilan? Peut-il le demander? Alors il y a c'est pas nécessairement une question en lien avec le fait qu'il y ait un commissaire aux comptes, ça concernerait toute la taille des comités, tous les comités, mais se pose la question de savoir si, par exemple, pour ceux dont les élections vont avoir lieu, par exemple, en mars ou avril prochain, de savoir qui va approuver les comptes de l'année 2022. Puisqu'effectivement, la règle, c'est qu'on a 6 mois pour approuver les comptes, mais ça veut dire que ce sont potentiellement, si on met 5 mois, dans mon exemple, à arrêter ces comptes, eh bien, ça va être la nouvelle mandature qui sera chargée d'arrêter les comptes de l'exercice précédent. Alors, pour répondre plus spécifiquement à la question, ça n'a pas été prévu par le législateur et donc le fait qu'il y ait un commissaire aux comptes, lui, son calendrier, c'est l'arrêté annuel des comptes, peu importe finalement quels sont les élus qui sont chargés d'approuver les comptes dont il aurait fait la certification. Voilà. Pour répondre plus précisément, mais effectivement, c'est un sujet qui nécessite d'être appréhendé puisque ce que l'on constate là, sur ce début d'année 2023, en tant que cabinet qui accompagne des CSE, c'est que beaucoup de CSE, et c'est souvent les plus grands qui se posent cette question-là, effectivement, c'est de se dire, est-ce qu'on ne remet pas les bouchées doubles sur la clôture cette année des comptes 2022 pour pouvoir aller les présenter non pas en mai ou juin comme habituellement, mais de façon beaucoup plus rapide cette année, de manière à aller les présenter nous-mêmes dans notre mandature avant qu'elle se termine aux élus qui ont effectivement participé à cet exercice comptable. On ne t'entend plus, Jean-Luc. Jean-Luc? Oui, excusez-moi. Oui,
Oui, je disais merci Guillaume et Luc de votre présentation riche, richement documentée et des réponses aux questions qui ont été posées. Merci à ceux qui nous ont suivis en espérant que vous avez pu trouver des réponses à vos questions ou peut-être des questions nouvelles avec des réponses nouvelles. Bref, merci à tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Je ne vous présente pas mes voeux encore parce qu'on est 1er février, il paraît que ça s'est terminé hier soir à minuit. Donc, mais je vais faire une distorsion pour que quand même, en vous souhaitant à tous une excellente année. Et n'oubliez pas, nous sommes présents sur le web. Enfin, nos webinaires ont lieu de manière trimestrielle. Vous pouvez nous suivre, bien entendu. Inscrivez-vous, participez si vous le souhaitez à nos comités au niveau du conseil régional. Vous êtes les bienvenus. Et à tous, donc, excellente journée. Aujourd'hui, normalement, tout fonctionne théoriquement. Donc, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Profitez-en. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.